Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau webcast consacré aujourd'hui à la gestion et l'analyse des données au sein de l'entreprise. Nous verrons ainsi l'intérêt pour les organisations d'être pilotées par les données et de devenir des data-driven organizations, à savoir des organisations qui s'appuient sur l'analyse des données à leur disposition pour prendre des décisions et orienter leur évolution. Face à l'essor du big data et à la multiplication des sources de données, les entreprises ont en effet de plus en plus d'informations à leur disposition. Pour analyser la concurrence et rester compétitif, la collecte de ces données est donc aujourd'hui un impératif. Mais devant leur masse volumique, la question est de savoir comment les exploiter. Les invités du jour ont fait de ce sujet leur priorité. J'accueille donc Sébastien Brasseur, CTO Data et Intelligence Artificielle chez Microsoft. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. Et Marwan Shafik, Senior Cloud Advisor chez Cloudreach. Cloudreach, partenaire stratégique de Microsoft depuis 5 ans et qui accompagne les organisations souhaitant expérimenter la puissance des plateformes Microsoft. Bonjour Marwan. Bonjour à vous. Je le disais en introduction, une entreprise peut aujourd'hui difficilement se passer de l'analyse des données. La crise du Covid a d'ailleurs accéléré cette tendance. Une enquête du cabinet Gartner révèle que 78% des personnes interrogées estiment que l'analytique émergera comme la principale technologie à l'issue de la crise sanitaire. Aussi, pour orienter leur stratégie data, de nombreuses entreprises font appel à ce qu'on appelle un Chief Data Officer. Marwan Shafik, ma première question est donc pour vous. Pouvez-vous nous expliquer le rôle du CDO, du Chief Data Officer, et nous dire pourquoi il est si important aujourd'hui ? Avant de pouvoir répondre à cette question, il faudrait revenir au commencement, pourquoi on a besoin d'un CDO. Donc, ces dernières décennies, les entreprises ont accumulé des gigaoctets, des téraoctets, peut-être des pétaoctets de données sous forme de collecte de données de systèmes tiers, d'IoT et ainsi de suite. Ces données-là étaient silotées par des BU, gouvernées par des BU, sans porosité entre elles, ce qui induisait une perte en termes de business. Les entreprises maintenant sont conscientes de cette valeur à extraire de la donnée et pour ce faire, il a fallu mettre des systèmes qui peuvent fédérer ces données-là et avoir une seule source de vérité de cette donnée et ça commence par nommer un responsable de toute cette partie data qui est le Chief Data Officer. Maintenant, le Chief Data Officer, c'est quoi son rôle exactement? C'est une personne qui doit être visionnaire, il doit pouvoir dessiner une trajectoire de cette valorisation de la donnée, comment on peut en extraire du business et la positionner au cœur de l'entreprise. Aussi, il doit veiller à gouverner cette donnée, à la sécuriser et mettre en place tout ce qui est architecture et infrastructure qui peuvent l'accueillir. Le rôle du studio n'est pas qu'un rôle technique, c'est un rôle aussi stratégique puisqu'il doit dessiner des roadmaps et convaincre les parties prenantes et aussi un rôle humain puisqu'il doit opérer une acculturation data au sein de l'entreprise pour pouvoir fédérer toutes les parties prenantes. Et justement, à quels enjeux sont confrontés aujourd'hui ces Chief Data Officers ? Les enjeux auxquels ils sont confrontés, il y a plusieurs types d'enjeux. Il y a des enjeux humains, donc l'acculturation de la donnée, il faut distiller cette acculturation, il faut apprendre aux opérateurs de bien renseigner la donnée et ainsi de suite. Puis, il y a des enjeux technologiques. Un CDO, il doit comprendre les systèmes opérants d'une entreprise avant de pouvoir monétiser cette valeur, monétiser la valeur de la data qui y réside. Ensuite, il y a des problématiques de sécurité, de compliance, de gouvernance auxquelles le CDO doit répondre bien sûr comme il faut pour ne pas induire l'entreprise en péril. Justement, pour ces entreprises, quel niveau de maturité justement, par rapport à ces Chief Data Officers ? Les niveaux de maturité des entreprises, il y a 4 niveaux de maturité globaux. Le premier niveau, ce sont les entreprises qui sont inconscientes de la valeur de la data. Elles ont accumulé de la data et elles n'en font pas usage. Le deuxième niveau, ce sont les prudents. Ce sont typiquement les entreprises qui utilisent des outils BI pour pouvoir regarder ce qui s'est passé sans vouloir vraiment aller vers le futur. Ils se contentent d'une approche BI, analyser des KPI de l'existant et pouvoir forecaster. Mais quand on va à un monde en pleine vitesse, regarder dans le rétroviseur, ça ne sert pas à grand-chose. Donc après, il y a les bâtisseurs, ceux qui sont conscients de la valeur de la data. Ils ont mis en place des data lakes. Cependant, ils n'exploitent pas toute la partie intelligence artificielle de cette data-là. Et ça reste typiquement un support aux différentes lignes de business. Le dernier niveau, ce sont les niveaux des visionnaires qui prennent la data et la placent comme une ligne de business à part entière. Là, je peux citer Uber, par exemple, qui vend que de la data. Sébastien Brasseur, justement, quelles sont les étapes clés pour devenir une data-driven organization? C'est une très bonne question, Kevin, parce qu'effectivement, on dit à tous nos clients, nos partenaires, qu'il faut qu'ils deviennent des data-driven organizations pour transformer leur business.
mais on ne fait pas toujours l'effort d'expliquer comment concrètement ils peuvent le faire. Donc c'est pour ça que Microsoft, sur la base de notre expérience interne déjà chez nous et aussi via nos collaborations avec nos partenaires clients, on propose une approche pleine de bon sens qui se déroule en 4 étapes, qui se exécutent les unes après les autres. Donc la première, et la plus fondamentale à mon sens, c'est vraiment travailler sur ce que j'appelle les fondations de son patrimoine de données. C'est-à-dire mettre en place les outils, les processus pour mettre en œuvre une gouvernance forte de la donnée, s'assurer qu'on va cataloguer l'ensemble des sources de données de l'entreprise, l'ensemble des bases de données, et s'assurer qu'elles sont sécurisées, auditées, contrôlables, etc., et qu'elles vont produire de la donnée de bonne qualité qui va nous permettre de l'exploiter derrière pour des enjeux plus analytiques ou business, comme l'a dit Marwan. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau ensuite, c'est poser les premières briques analytiques dans l'entreprise pour tout simplement mieux piloter sa scorecard d'entreprise. Donc à travers des rapports, des tableaux de visualisation de données qui vont permettre d'afficher, de monitorer des KPI sur différentes dimensions. Ça peut être la finance, la chaîne d'approvisionnement, les ventes, le manufacturing, le service après-vente, la vue client, etc., etc. Et ces indicateurs permettent de mieux piloter le business à la semaine ou à la journée, en tout cas lors des directions de service. Troisième étape, toujours dans l'analytique, mais on va un peu plus loin dans la profondeur d'analyse et dans l'analyse des données qu'on va faire. C'est-à-dire que par exemple, on va aller creuser un KPI, essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce KPI. Par exemple, si on se passe sur la vue client, si je prends un KPI qui est le taux de rétention de mes clients, essayer de comprendre qu'est-ce qui l'impacte, pourquoi cette semaine mon taux de rétention client il est moins bon que la semaine dernière, et pourquoi plus en Allemagne qu'en France, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le troisième niveau d'analytique. Le quatrième niveau, qui est beaucoup plus transformationnel, celui-là, c'est la capacité d'une entreprise à vraiment, sur la base de ses données, mais de ses capacités analytiques, ensuite à venir injecter du machine learning, de l'intelligence artificielle, dans chacun de ses business process et chacun de ses applications, pour vraiment en faire des avantages concurrentiels, que ce soit pour atteindre des efficacités opérationnelles dans ses process, en automatisant certains d'entre eux, en créant des expériences utilisateurs plus propices et donc qui vont être plus consommées par nos clients, en transformant ses produits, etc., etc. Et je peux donner quelques exemples de clients Microsoft qui effectivement, par exemple, cherchent à mieux prédire et influencer des indicateurs comme le Customer Lifetime Value, en fonction du profil de son client, chercher à maximiser sa consommation des services ou des produits qu'il va faire pour l'entreprise. Des clients qui cherchent également à optimiser de manière un peu plus fine la gestion des stocks, pour ne pas se retrouver avec des stocks à nu sur les SKU les plus prioritaires, ou alors des clients qui cherchent à personnaliser au maximum l'expérience client pour justement avoir une expérience plus fine qui va générer de l'adhésion à la marque et donc créer un cercle vertueux pour le business. Bien évidemment, tout ça, comme a dit Marwan, ça présuppose qu'il y a quand même un bain culturel de la donnée pour pouvoir justement exécuter cette stratégie correctement. Et justement, comment mettre en place cette culture de la donnée dont vous venez de parler? Alors, 3 choses extrêmement importantes, la formation, de la formation et encore de la formation. Donc je dis ça juste en plaisantant à moitié, mais si j'insiste autant sur la formation, c'est parce que c'est extrêmement important, c'est plus qu'au fondamental à mon sens. Il faut accompagner ses collaborateurs pour faire en sorte qu'ils soient à l'aise avec les outils, les concepts et les techniques de la data, de l'intelligence artificielle et du machine learning. Et il faut, je dirais aussi, travailler sur une vraie culture du droit à l'erreur, du droit à l'expérimentation et de l'apprentissage en continu pour faire en sorte que chacun soit à l'aise avec les techniques de la data et du machine learning. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième, il faut aussi travailler sur la démocratisation de l'accès à la donnée. Il faut que tout à chacun ait les outils et se sente en confiance pour accéder aux bases de données et se en servir pour prendre des décisions réellement orientées impact business qui vont être basées non pas sur du feeling ou des sensations, mais vraiment sur des analyses factuelles de ces données et la capacité justement à mener des analyses objectives sur la base de ces données-là. Après, je dirais qu'il y a un autre axe qui est important, c'est la communication. Aussi bien top-down des exécutifs vers les collaborateurs pour mettre en lumière l'importance de la data dans l'entreprise, bottom-up pour faire remonter depuis les collaborateurs vers la direction les axes d'amélioration, les propositions qu'ils pourraient faire, et après de manière latérale également pour partager les best practices et qu'est-ce qui marche bien d'une équipe à l'autre. Et après, dernier point qui me tient également à cœur et qui est propre en fait à toutes les démarches de change management, c'est qu'il faut une très grande clarté sur l'exécution de la stratégie et la manière dont on communique le progrès vers l'exécution et vers les objectifs stratégiques qu'on se donne dans la donnée. Et ça suppose également qu'on soit très clair pour tout le monde sur les rôles et responsabilités de chacun,
parce que tout le monde a un rôle à jouer dans l'entreprise vis-à-vis de la data, vis-à-vis des cultures data-driven. Et c'est important que chacun se sente en confiance, à l'aise avec son rôle, ses responsabilités, et qu'il sache ce qu'il peut faire ou ne pas faire avec la donnée. Marwan Shafik, je voudrais maintenant qu'on parle de gouvernance des données. Quels sont les prérequis justement pour mettre en place une bonne politique en la matière au sein de son entreprise? Pour mettre en place une bonne politique de gouvernance de données, il faut pour chaque donnée accéder, il faut se poser certaines questions. Donc la première question, c'est qui va accéder à quoi et pourquoi. Donc cette question est à poser aux parties prenantes pour pouvoir gérer une bonne politique d'autorisation et de compliance de la donnée. La deuxième, c'est à quelle fréquence il doit accéder à cette donnée. Est-ce que c'est en journalier, en temps réel, et ainsi de suite. La troisième, c'est quelle est la valeur générée à partir de cette donnée. Est-ce que la partie prenante ne peut pas utiliser son propre système sans faire appel aux connaissances du data lake? Donc ces trois questions posées, elles vont induire trois thématiques. La première est purement fonctionnelle, donc tout ce qui est compliance, sécurité et privacy. Donc les questions qui vont sous-jacentes seront quel est le chiffrement de cette donnée, soit au repos ou en transit. La deuxième, la seconde sous-question, elle va être quelle est la valeur de cette donnée? Est-ce qu'elle est conforme ou non conforme? Ou bien elle est traitée, est-ce qu'elle est sale ou propre? Est-ce qu'on peut la considérer comme une golden source? Et la seconde sous-partie qui va être posée, c'est plus les habilitations. Donc on va devoir gérer les autorisations. Donc, qui accède à quelles données et avec quelle granularité, les authentifications qui se connectent et quelles sont les manipulations qu'il doit faire sur cette donnée-là. Et vu que les systèmes, les data pipelines vont aussi générer des données, ces données elles-mêmes, elles doivent être gouvernées aussi. Donc, on va appliquer la même politique de gouvernance sur ces données-là. Sébastien Brasseur, je me tourne maintenant vers vous. Chez Microsoft, vous misez sur l'intelligence artificielle pour la gestion et l'analyse de données. À ce propos, quelles sont les meilleures pratiques à mettre en œuvre au sein de sa plateforme de machine learning et d'intelligence artificielle? Alors, je dirais que la meilleure pratique numéro 1, c'est premièrement commencer par bien analyser le processus métier ou l'application qu'on cherche à améliorer grâce au machine learning et à l'intelligence artificielle. Parce qu'une fois qu'on a cette compréhension vraiment fine des enjeux et des fonctionnalités, derrière, on peut passer sur une deuxième phase d'analyse un peu plus technique pour se dire si oui ou non, le machine learning, c'est la bonne réponse pour répondre à cette problématique. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège où on pense que le machine learning, ou l'IA d'ailleurs, peut répondre à n'importe quelle problématique métier. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Ensuite, autre meilleure pratique, c'est très clairement définir avec le métier le KPI que l'on veut impacter positivement grâce au machine learning. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir le mettre sous contrôle en production et vérifier si oui ou non le machine learning a un impact positif sur ce KPI-là. Par exemple, l'augmentation des ventes sur un site de e-commerce, pour ensuite décider des axes d'amélioration du projet ou du modèle de machine learning. Après, sur un axe un peu plus technique, un projet de machine learning, c'est extrêmement important aussi de travailler sur ce qu'on appelle le MLOps, donc qui veut dire Machine Learning Operations, qui est une technique de gestion de projet en machine learning qui vise à automatiser l'ensemble des tâches de production d'un modèle de machine learning. Depuis l'entraînement du modèle, l'accès aux données, le packaging du modèle dans un format qui est facilement déployable, déployer en production et surveiller le modèle une fois qu'il est en production pour pouvoir, par la suite, comme je disais, apporter des évolutions fonctionnelles et vérifier que ce modèle fonctionne bien. Et ça, c'est extrêmement important pour, premièrement, apporter de la fiabilité dans le processus de production du machine learning, le rendre opérationnalisable ensuite une fois en production, et aussi parce que le data scientist est une ressource rare dans l'entreprise et qu'en automatisant certaines étapes de son travail, on permet d'augmenter sa productivité et donc de faire plus de modèles avec une quantité limitée de data scientists. Après, je dirais qu'il y a un autre élément qui est important aussi, c'est plutôt dans l'état d'esprit, c'est ne pas chercher à en faire trop tout de suite. Il faut mieux avancer petit à petit par différentes itérations successives, pas chercher à déployer tout de suite son modèle en production, d'abord le déployer sur un périmètre réduit, donc par exemple juste sur un pays ou juste sur quelques utilisateurs, collecter du feedback, voir un petit peu les résultats, chercher à l'améliorer et petit à petit le déployer sur un champ de plus en plus large avant de déployer à grande échelle en production. Et autre pratique aussi qui est propre plutôt au secteur régulé comme la banque, la finance, la santé, ou alors les cas d'usage qui manipulent des données à caractère personnel,
c'est mettre en œuvre une démarche d'intelligence artificielle responsable, aussi appelée intelligence artificielle de confiance, pour être sûr que son modèle va fonctionner de manière fiable, sans introduire de biais vis-à-vis de certaines populations, et qu'il va fonctionner de manière transparente. Par exemple, si vous faites un cas d'usage dans la banque ou dans l'assurance pour accorder ou refuser des prêts immobiliers à certaines personnes, vous êtes capable ensuite de leur expliquer comment a fonctionné le modèle, sur quels critères et comment il a pris sa décision au bout du bout. Marwan Shafik, je rebondis sur ce que disait Sébastien. Il a parlé des équipes data scientists. Au-delà de l'intelligence artificielle et du machine learning, comment les rendre plus productives ? Donc, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Sébastien. Il faut adopter l'approche MLOps. Une approche MLOps, c'est une approche qui vient du DevOps, mais pour la partie ML. Le but est d'automatiser un maximum de choses pour qu'on puisse pusher en production un modèle qui est établi par un data scientist. Et il faut comprendre comment un data scientist travaille. Un data scientist, il va prendre des données, il va devoir les nettoyer avant de pouvoir générer son modèle. Et dans le nettoyage, il y a plusieurs types de nettoyage. Il y aura un nettoyage syntaxique, sémantique et un autre nettoyage statistique pour éliminer des valeurs aberrantes. Et après, il va établir son modèle pour pouvoir le pusher. Du coup, si on met en place des data stewards qui permettent de faire ce travail-là en amont et de préparer les golden sources et que le data scientist se concentre uniquement sur son travail d'élaboration de modèles, là, on pourrait améliorer un peu la productivité du data scientist. Quand on va le coupler avec du MLOps, on pourra directement pusher des modèles en production en mode réduit MVP, comme ce qu'a dit Sébastien, avant de pouvoir récolter des feedbacks et pouvoir les pousser. Une autre approche qui est primordiale pour améliorer la productivité, c'est la compréhension du métier. Il ne faut pas que le data scientist comprenne la data, il faut qu'il comprenne le métier d'abord, comment cette data elle travaille, pourquoi cette data a été générée et quels sont les traitements possibles pour cette data. Et comme ça, on peut aller directement vers des modèles qui sont beaucoup plus fluides, où le data scientist est une ressource rare, comme a dit Sébastien, et il faudrait qu'on améliore sa productivité. Justement, à ce sujet, j'ai peut-être une dernière question pour Sébastien. Comment voyez-vous le secteur de la data évoluer dans les prochaines années ? Il y aurait beaucoup à dire, très clairement, beaucoup d'innovations à venir. Si je devais en retenir quelques-unes, celles qui me semblent les plus dimensionnantes et impactantes, c'est premièrement, il faut être conscient que d'ici 2025, on pense qu'on sera à plus de 175 zeta-octets de données dans le monde. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, dit comme ça, c'est 175 avec 21 zéros derrière, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est énorme, mais ça représentera à la surface de la Terre à peu près 500 téraoctets par kilomètre carré. Donc imaginez sur la mer, dans les forêts, partout, 500 disques durs de 1 téraoctet qui sont stockés là. Donc c'est juste gigantesque. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il ne sera pas possible d'aller stocker toutes ces données dans le cloud. Certaines de ces données vont rester à la périphérie du cloud, dans ce qu'on appelle le edge computing, ce qui va introduire des nouvelles architectures où le edge et le cloud vont cohabiter. Et dans le edge, les systèmes d'information vont comprendre des composants pour venir stocker, traiter et analyser les données en périphérie du cloud. Donc ça, c'est un premier impact qui me paraît fort. Deuxième impact, même si toutes les données ne vont pas dans le cloud, il y en a tellement qui vont aller dans le cloud qu'on va devoir repenser les systèmes de stockage de ces données-là. Parce que les technologies actuelles fonctionnent très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, on sait déjà qu'elles ne sont pas économiquement efficientes en 2025 si on ne change pas la manière et les technologies qu'on utilise en sous-jacent. C'est pour ça que chez Microsoft, on travaille sur 2 projets de recherche appliquée qui sont très intéressants, qui visent un petit peu à réimaginer les formats et les façons de stocker la donnée. On a un premier projet qui s'appelle le projet Silica, qui vise en fait à stocker la donnée non pas sur des disques, mais sur du verre, donc des structures de silice. On va venir utiliser un laser femtoseconde pour imprimer des structures en 3 dimensions, donc des voxels, directement à l'intérieur du verre. Donc ça, ce que ça apporte, c'est premièrement un coût très faible, parce que le verre, ça ne coûte rien. Forte résistance, parce que du verre qui ait beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, ça tient sans aucun problème. Et une très grande durabilité dans le temps, comparé à des bandes magnétiques de stockage, par exemple. Et dans le même système, on a un deuxième projet, qui s'appelle le projet Palix, cette fois-ci, qui vise à stocker la donnée non pas dans du verre, mais dans de l'ADN. Grâce à tous les progrès qui ont été faits récemment en séquençage et en synthèse d'ADN, on est capable de stocker en fait, sur une surface comme une tête de stylo jusqu'à 1 téraoctet de données. Donc très grande densité. Et un peu comme pour le verre, l'ADN a une durée de vie d'un minimum 500 ans, donc c'est extrêmement très robuste et très durable dans le temps. Donc ça, c'est vraiment pour la partie data. Je suis passionné par l'intelligence artificielle, donc forcément, je vais vous en parler. Et pour moi, il y a 2 dimensions qui sont importantes, voire une troisième que j'expliquerai par la suite. La première, c'est les gros progrès que l'on fait et que l'on fera encore plus dans les prochaines années sur le traitement du langage naturel, et notamment dans la capacité de l'intelligence artificielle à comprendre
le langage et le texte. Aujourd'hui, on a déjà des modèles qui sont capables de comprendre un texte aussi bien, voire mieux qu'un humain. Ça fait qu'une intelligence artificielle sera capable d'analyser un texte, de répondre à des questions qu'on va poser par rapport à ce texte-là, sera capable de faire un résumé de ce texte, et voire même, on a les premiers prototypes d'intelligence artificielle qui génèrent du texte, qui peuvent écrire des articles de presse, qui peuvent même faire de la poésie. Et Microsoft a annoncé très récemment, là au mois de mai à Build, une intelligence artificielle qui génère du code. C'est-à-dire que vous et moi, qui ne sommes pas forcément des développeurs très pointus, on peut tout simplement demander à une IA de dire génère-moi du code qui va par exemple aller dans la base client, filtre-moi tous les clients au Brésil qui ont acheté pour tant de quantité de produits sur le mois dernier et affiche-moi ça sur un écran. Et l'intelligence artificielle va prendre cette requête en langage naturel, la transformer en code et produire l'application. Donc ça c'est extrêmement important et extrêmement transformationnel vis-à-vis notamment du côté bain culturel que je vous ai expliqué sur la data et l'intelligence artificielle. Et là on comprend pourquoi c'est important de tout de suite acculturer tous ces employés, tous ces collaborateurs pour qu'ils soient à même d'ici par exemple 2 ans ou 3 ans d'utiliser ces technologies-là. Et c'est notamment pour ça que Microsoft met à disposition de manière gratuite sur Internet ce qu'on appelle la Microsoft AI Business School, qui est un MOOC en ligne, donc un cours en ligne, que nos clients et partenaires peuvent utiliser pour acculturer tous leurs collaborateurs à l'intelligence artificielle. Troisième tendance forte, c'est l'avènement des systèmes autonomes, grâce à des progrès dans des branches de l'intelligence artificielle qu'on appelle l'apprentissage par renforcement et le machine teaching, où l'innovation de rupture, c'est que grâce à ces technologies-là, on peut passer de l'automatisation des systèmes à des systèmes qui sont réellement autonomes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de fonctionner dans des environnements extrêmement dynamiques, avec des conditions très variables dans le temps, y compris sur des données qu'ils n'auraient pas vues lors de leur phase d'entraînement du modèle. Ça peut être par exemple dans la robotique, ça peut être dans le pilotage de systèmes de contrôle énergétique de bâtiments, ou alors ça peut être dans le contrôle des processus de production de produits ou de process dans les usines. C'est par exemple ce qu'utilise chez nous notre client PepsiCo pour mettre sous contrôle les processus de fabrication de biscuits apéritifs Cheetos, si je me rappelle bien, grâce à ce type d'intelligence artificielle. Et tout ça, c'est permis par une plateforme qui est disponible dans notre cloud, qui s'appelle le projet Bonsai, et qui permet donc à des ingénieurs de process de production de collaborer avec des développeurs pour justement créer ces modèles d'intelligence artificielle et de machine learning. Et après, le dernier point qui est aussi très propre à l'ADN de Microsoft, c'est la démocratisation des outils pour faciliter la prise en main du machine learning. De la même manière qu'Excel a facilité la prise en main des données par n'importe qui, potentiellement dans l'entreprise, il n'est pas impossible que dans quelques années, on voit apparaître un Excel de l'intelligence artificielle qui permettra à tout à chacun de faire de l'intelligence artificielle sans le savoir, un peu comme M. Jourdain. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sébastien Brasseur et Marwan Shafik d'être venus nous parler de la gestion des données. Merci à vous, c'était un grand plaisir de venir. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau webcast. Prenez soin de vous et à très bientôt.